Les murmures du phare. Un podcast terrifiant, mais pas que, réalisé par Prise Vincent. Bonsoir à toi, bienvenue au phare. Entre, c'est encore la tempête. Ça me fait très plaisir de te revoir. Fais comme chez toi, maintenant qu'on se connaît. Je regardais le courrier et je me suis rendu compte que plein de gens étaient très curieux de voir à quoi ressemblait le phare. Eh bien sachez que c'est possible, il suffit d'aller sur YouTube et de taper « Les murmures du phare ». On peut y retrouver tous les épisodes avec un support vidéo d'ambiance qui permet de contempler le phare sous toutes ses coutures, ainsi que ses environs, parfait pour s'immerger encore plus dans l'ambiance. Certains m'ont dit qu'ils le mettaient en fond sur leur écran, c'est un peu fait pour. Ce soir, j'ai une nouvelle histoire pour toi, ça s'appelle « Le fil de la vie ». Avant, je dois te prévenir que cette histoire aborde des sujets sensibles, alors tu peux jeter un œil dans la description de l'épisode. Après ça, je sais pas trop encore, ce sera une impro, et ensuite, nous avons rendez-vous avec Jeanne qui nous parlera de ses cauchemars d'une précision vertigineuse. Pour finir, comme toutes les semaines, je te lirai l'horoscope des enfers. C'est déjà l'heure. Es-tu prêt pour l'histoire? Prends une grande inspiration, ferme les yeux et laisse-toi porter par cet effroyable récit. Le fil de la vie. J'adore la peinture, depuis toute petite. Il faut savoir qu'en 1930, à l'époque où j'étudiais à l'Académie des Beaux-Arts de Florence, être une femme était le plus grand handicap de carrière qu'on puisse imaginer. Un homme, sans talent, avait 100 fois plus de chances de réussir, et je ne me faisais pas d'illusions là-dessus. J'étais seulement fasciné par ce qu'on pouvait apprendre là-bas. En 1935, quand une connaissance qui dessinait pour un journal m'a proposé d'être assistante sur un projet de grande envergure, j'ai sauté sur l'occasion, c'était inespéré. Le projet était ambitieux. Alfredo Rocco, un sénateur fasciste, leur avait commandé le premier long métrage d'animation italien. À l'époque, sous Mussolini, il était crucial de concurrencer les États-Unis ou tout autre pays sur le terrain culturel. La rumeur disait que Walt Disney, connu à l'époque pour ses courts-métrages, s'était lancé dans un film long et qu'il avait pris de l'avance. Il fallait qu'on gagne cette course. Il faut bien vous rendre compte qu'à l'époque, aucun long-métrage d'animation dessinée n'était encore sorti en salle. Je suis arrivé, le premier jour, dans les bureaux des Cartoni Animati Italiani Roma. J'étais perdu. Alfonso, le dessinateur qui m'avait proposé le poste, m'a fait visiter les différentes pièces dans lesquelles nous allions travailler. Il m'expliqua le fonctionnement global de l'équipe et surtout, il m'annonça le titre du film que nous allions réaliser, Le Avventure di Pinocchio. C'était une adaptation du chef-d'œuvre de Carlo Collodi. Vous connaissez sûrement l'histoire, Geppetto et son pantin qui veut devenir un véritable petit garçon. Mon travail consisterait à gérer des tâches administratives, noter les heures de présence de chacun, le nombre de dessins effectués par jour. Bon, j'étais un peu déçu, je savais bien que mes capacités allaient être gâchées, mais je ne désespérais pas. Après tout, le projet était long et j'espérais pouvoir gravir les échelons et arriver un jour peut-être à faire de l'art. L'organisation était désastreuse. Il y avait 6 dessinateurs qui travaillaient en simultané. Au lieu de se répartir les tâches comme on le faisait chez Disney à l'époque, chacun choisissait le matin sur quelle partie de l'histoire il voulait travailler et commençait à dessiner. Il emportait ensuite son dessin sur le banc-titre où il le capturait lui-même, image par image, à l'aide d'une caméra spéciale. Les dessins étaient maintenus par une simple cale en bois qui était terriblement imprécise. Chacun avait son style, chacun avait son caractère et son orgueil. Autant d'hommes dans une pièce, autant d'ego d'artistes,
J'ai vite compris que mon véritable travail consistait à gérer tout cela comme je pouvais pour éviter que le film ne s'effondre. Au bout d'un mois, nous avions trouvé un équilibre, nous étions dans les temps pour espérer sortir le film l'année qui suivait. Alfonso me confia qu'il n'était pas en train de faire un chef-d'œuvre et que l'enjeu était surtout de sortir le film avant les Américains. Ça ne le dérangeait pas vraiment, il était du genre à laisser les choses se faire. Pour Pietro, c'était tout l'inverse. Il ne supportait pas la médiocrité. Il était le seul qui me menait la vie dure. Depuis le premier jour, il était affreusement désagréable avec tout le monde. Je me souviens de la première projection de travail. Les bureaux avaient une petite salle de cinéma où nous avons pu voir les premières minutes du film. Je me suis tout de suite senti mal à l'aise. J'ai assez vite compris en voyant les images et en écoutant les réactions des producteurs et des animateurs que j'étais en désaccord total avec les valeurs véhiculées par le film. J'aurais dû m'en douter. J'avais appris pendant mes études à lire entre les lignes des œuvres. C'était une propagande déguisée. Il fallait dire la vérité sous peine de punition, il fallait se tenir sage, il fallait étudier. Si on acceptait l'ordre, alors on avait le droit de vivre, sinon on se retrouvait pendu comme un pantin. J'ai un peu mieux compris pourquoi Alfonso ne mettait pas tout son cœur à l'ouvrage. Et cette connivence politique nous a d'ailleurs rapprochés, jusque dans l'intimité, même s'il fallait rester discret, comme il était marié. Un beau jour, Pietro a décidé qu'il m'appellerait maman, sans aucune raison. J'étais gêné, car toute l'équipe reprit ce surnom en signe d'affection, comme pour signifier que je prenais soin d'eux, ce qui était vrai, mais dans la bouche de Pietro, maman sonnait différemment. C'était comme une insulte. Il était toujours aussi méprisant. Il ne manquait pas de faire des réflexions cruelles à propos des séquences animées de ses collègues. Je m'étonnais chaque jour que personne ne l'assomme. Certains étaient bien plus costauds que lui, mais tous le respectaient sans que je sache trop pourquoi. Avec le recul, je me demande si ce n'était pas plutôt qu'ils avaient peur. C'était une époque étrange. Avoir peur des autres était courant. Le principe de méfiance était vital. Je pense que Pietro connaissait des gens. Il avait un frère qui occupait un poste en rapport avec la médecine, je crois, mais du genre haut placé. Enfin, tout ça mis à part, il fallait bien admettre que ses dessins étaient saisissants. Il était certainement le plus doué du bureau, et à l'inverse d'Alfonso, il avait de grandes ambitions pour les aventures de Pinocchio. Les producteurs le nommèrent coordinateur d'équipe. Il était de plus en plus investi chaque jour. Tous les soirs, quand je quittais les lieux, il était encore à sa table de travail, et le matin, il arrivait avant moi, ce qui avait le don de m'énerver car j'étais censé pointer les heures de chacun. Très vite, cette question des heures est devenue un problème. Alors il m'a annoncé qu'il allait travailler de nuit. Il ne pouvait plus supporter la présence de ses collègues. Il les jugeait trop médiocres. Il dormirait le jour, animerait la nuit et laisserait des instructions pour l'équipe de jour que j'étais chargé de faire appliquer. Devenir ainsi sa marionnette ne m'enchantait pas. Quelle ironie. Mais je dois dire que la perspective de ne plus le croiser me soulageait d'un poids. C'est à ce moment-là que les choses sont devenues bizarres. Nous étions toujours dans les délais, les 2/3 du film étaient dans la boîte. L'équipe était fonctionnelle, mais il ne fallait pas que je m'absente une minute. Il me sollicitait sans cesse pour gérer la moindre difficulté. Il pompait toute mon énergie, se reposait sur moi pour tout, même pour valider leurs dessins. C'était fatigant, j'évitais de penser à mon maigre salaire. Ils ne se rendaient même pas compte que je m'occupais d'eux. C'était à sens unique. Ils ne voyaient pas mes cernes s'agrandir, ne percevaient aucune de mes émotions quand je devais jongler avec les leurs. Le matin, je trouvais sur mon bureau des notes de plus en plus longues de la part de Pietro. Je pouvais sentir sa rage grandir à l'encontre de ses autres collègues. Il me chargeait de les insulter de toutes les façons possibles. J'essayais comme je pouvais d'extraire les informations essentielles pour les transmettre sans froisser la personne en question. J'étais plutôt doué pour cela, mais c'était épuisant. Par ailleurs, je dormais peu. J'avais des crampes dans le ventre, des nausées. Mon cycle mensuel
faisais n'importe quoi, mais j'avais assez de travail pour ne pas avoir le temps d'y penser. Un jour, la note qu'avait laissée Pietro m'était entièrement consacrée. Il m'expliquait, dans les moindres détails, pourquoi est-ce que je ne méritais même pas de vivre tellement j'étais inefficace, que je ne transmettais aucune de ses instructions, ce qui était faux, que le film était mauvais par ma faute. Il me menaçait directement, mais je décidais de n'en parler à personne. Il ne restait que quelques mois de travail, et pour le bien du film, je ne voulais pas perturber l'équipe. Le rythme s'intensifiait. Pietro n'est pas venu à la projection de travail qui a suivi. C'est alors que nous avons découvert les plans qu'il animait la nuit. Bouche bée, nous regardions l'écran du cinéma. Nous n'avions jamais vu ça. Pinocchio, sur ses jambes tremblantes, ses gestes saccadés. Les images de Pietro étaient d'une rare complexité pour l'époque. Personne ne comprenait comment il avait réussi à obtenir ce résultat. On aurait dit qu'il s'agissait d'un genre d'œuvre nouveau. C'était comme voir de la danse contemporaine en relief. Pinocchio qui marche, qui tombe, se relève. C'était terriblement expressionniste, une personnification de la souffrance, de la douleur, de la faiblesse, de la punition. Ce qui était encore plus incroyable, c'était la durée. Comment Pietro avait-il pu produire autant en si peu de temps? À la fin de la bobine, les producteurs applaudirent avec force. Les animateurs, encore sous le choc, se mirent à faire de même, mollement, en se regardant les uns les autres comme pour comprendre ce qu'il venait de se passer. Quand ils se retrouvèrent entre eux, je pus percevoir leur conversation. Ils parlaient de rotoscopie. Ils étaient persuadés que Pietro avait utilisé des images filmées en prise de vue réelle, sur lesquelles il avait ensuite calqué les mouvements de ce Pinocchio martyr. Mais ce n'étaient pas les mouvements d'un pantin tiré par des ficelles. C'était autre chose. Et même si mon instinct me disait que la chose en question n'était pas normale, j'étais loin d'imaginer ce que j'allais découvrir par la suite. J'avais peur. Peur à en avoir mal au ventre, peur à en vomir, peur parce que Pietro ne m'insultait plus. Il laissait des notes, très courtes, qui n'avaient plus beaucoup de sens. Maman tourne ma chaise de 48 degrés vers la gauche avant mon arrivée. Maman ferme les volets. Maman donne à Tito une gomme neuve. Maman enlève les ampoules des lampes des postes voisins. Maman arrête de porter ce rouge à lèvres. Le pire dans tout cela, c'est que je m'exécutais en cachette. Je m'inquiétais de sa santé mentale et j'avais peur de sa colère. Et mon angoisse de le croiser un matin ou un soir ne faisait que grandir de jour en jour. Un matin, alors que j'ouvrais le bureau, je sentis une très légère odeur de brûlé. Comme chaque fois je faisais le tour des pièces, je revissais les ampoules des postes voisins à celui de Pietro. Dieu soit loué, il était déjà parti. Sa table de travail était impeccable. Il était impossible de dire que quelqu'un avait travaillé là toute la nuit, même si la chaise était de nouveau droite. En arrivant dans la pièce des archives, je vis tout de suite que quelque chose n'allait pas. Des piles de dessins que nous conservions avaient disparu. J'avais peur d'avoir compris. Je me précipitais vers la caméra. Des portions entières de films avaient été découpées. C'était le travail de plusieurs mois qui partait en fumée, peut-être plus. Je sentais la colère grandir en moi. Nous devions respecter les délais. J'avais tout sacrifié pendant près d'1 an pour atteindre cet objectif. Je m'approchais, tremblante, de la note que Pietro avait laissée. Il était simplement écrit « Maman ». C'est à ce moment-là que j'ai perdu les os. Je suis allé à l'hôpital San Giovanni. Je n'ai rien compris. On ne m'a pas expliqué. Je ne savais même pas que j'étais enceinte. L'enfant n'a pas survécu. Ils m'ont gavé de morphine. Le soir même, ils me laissaient partir. Je marchais seul dans la rue. Je n'avais plus peur. La nuit tombait. Je ne pouvais pas rentrer à mon appartement. Mes pas m'ont guidé jusqu'au bureau. J'ai monté l'escalier.
Mes jambes me portaient à peine. Je suis entré dans la salle. J'étais drogué et une pensée tournait dans ma tête. C'est la faute de Pietro. Il n'était pas dans la salle de travail, mais tout était sans dessus-dessous. À sa table, il y avait une boîte noire, comme une lanterne bizarre. C'était une visionneuse de film, un objet qui permettait de regarder, image par image, de la pellicule. Je me suis approché de l'objet, j'ai collé mon œil dans la fente, et je n'ai pas tout de suite compris ce que je voyais, à cause du noir et blanc peut-être. J'ai fait coulisser la pellicule, avec mes mains, pour comprendre sur quoi Pietro calquait les gestes de Pinocchio. Je ne saurais pas vous décrire avec précision ce que j'ai vu, ma tête bloque. Mais vous savez, c'était une époque où les scientifiques pouvaient faire tout un tas d'expériences sans jamais avoir de compte à rendre à personne. Je me souviens regarder ces images et ne rien ressentir, comme si j'étais morte à l'intérieur. Cette journée était tellement irréelle. Je vais faire un effort pour essayer de vous expliquer ce que j'ai vu. Tout d'abord, il y avait une femme avec un bonnet blanc dans une salle entièrement carrelée. Elle portait une blouse d'hôpital. J'ai d'abord cru qu'elle était enceinte, comme elle tenait un gros volume au niveau du ventre sous sa blouse. J'ai pris la bobine suivante et j'ai regardé une image au hasard. La chose était sortie de dessous la blouse. C'était un bébé filiforme qui devait être âgé d'1 an. Son visage présentait quelques volumes, mais il n'avait pas de bouche pour manger, pas de nez pour respirer et pas d'yeux pour voir. En regardant de plus près, je crois avoir compris pourquoi il n'en avait pas besoin. Son cordon ombilical n'avait pas été coupé. Je vous l'ai dit à l'époque, les scientifiques n'avaient de compte à rendre à personne. Planté dans ce cordon, tout un tas de tuyaux et de fils devaient servir, je suppose, à le maintenir en vie artificiellement. Je relevai la tête, j'étais persuadé de faire un cauchemar. Ça me semblait impossible. C'est à ce moment-là que j'ai entendu du bruit dans la salle de projection. Pietro était à l'intérieur. Assis sur une chaise, il regardait l'écran. Mais ce n'étaient pas des scènes du dessin animé qui étaient projetées. C'était la suite de l'expérience scientifique. La chose avait beaucoup grandi, toujours alimentée par ce cordon boursouflé et monstrueux. Sa peau était comme transparente, si bien que l'on voyait ses veines. Ses cheveux avaient poussé à des endroits aléatoires sur son corps. Cette chose avait développé des proportions asymétriques et inhumaines. Sa jambe droite, toute fine, était 2 fois plus longue que sa jambe gauche et était repliée vers lui. Son buste présentait des grosseurs sur tout un côté. Mais le pire, c'était certainement ses mains. Ses doigts interminables paraissaient pointus et bougeaient un peu comme à la manière de pattes d'araignée. La chose peinait à se tenir debout, tremblait sur ses coudes, tombait encore et encore. C'étaient les mouvements de Pinocchio que Pietro avait animés. Cela ne faisait aucun doute. Reliée à la chose, la mère était assise sur le sol, recroquevillée sur elle-même, soumise, dans un état second. Elle était squelettique. Une main gantée lui tendait un bol qu'elle portait à sa bouche. Pietro m'avait entendu entrer dans la salle, mais il m'ignora dans un premier temps avant de dire « La mère est morte quelques semaines après le tournage, mais pas le petit. » J'ai longtemps recherché le geste parfait pour Pinocchio. Comment lui donner la vie, comment le contrôler, sur quel fil tirer. Il va falloir redoubler d'efforts ces prochaines semaines, maman. Tu devrais aller dormir. J'ai simplement tourné les talons et je suis parti. Je savais qu'il ne me retiendrait pas, qu'il n'avait pas peur de moi, qu'à ses yeux, je n'étais pas une menace que personne ne me croirait. Il n'avait même pas honte de son secret. Il était persuadé qu'il me tenait, que je resterais docile.
Mais Pietro n'avait rien compris. Pietro pensait comme les hommes de cette époque, que les mamans étaient jetables, utiles, serviables, que leurs efforts étaient dus. J'ai pris le premier train pour la France où j'ai rejoint ma cousine, sans prévenir personne. J'ai appris que le studio avait fermé. Je n'ai jamais su ce qu'il s'était passé exactement, mais je ne suis pas étonné. Même si personne ne semblait le remarquer, je tenais le projet à bout de bras. Aujourd'hui, le film est porté disparu, enfin. C'est ce qu'on raconte sur Internet. Comme tant d'autres, Pinocchio n'a jamais vu le jour. Jamais il ne s'est libéré de son lien. J'espère que tu vas bien malgré tout ça. L'histoire du dessin animé italien des aventures de Pinocchio, c'est totalement réel. Il y a bien un film qui a été entrepris et qui n'a jamais été terminé. Et il reste que 2 ou 3 images qui sont trouvables sur Internet et que je trouve assez dérangeantes. Pour le plaisir, je vais t'en décrire une. Je l'ai sous les yeux. C'est donc une image en noir et blanc. On voit le petit logo de production en bas à gauche. On peut voir Pinocchio dans la forêt, autour de lui 2 silhouettes sombres, une qui le tient par l'épaule en le menaçant d'un couteau, et l'autre qui prépare un nœud coulant sur une corde attachée à la branche d'un arbre et qui s'apprête à pendre Pinocchio. Voilà. Bon, je crois que c'est plus fidèle au livre, mais c'est tellement éloigné de la version de Disney sortie en 1940, donc 4 ans plus tard seulement, que évidemment ça a attiré ma curiosité. Vous pouvez voir cette image sur Internet. Maintenant, je te propose qu'on passe au piano. J'ai une chanson à te faire écouter et je veux bien ton avis. Alors, du reste au sujet du cordon, des liens plus ou moins visibles qui peuvent nous unir ou nous tenir, l'impact du lien sur la liberté, voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qui m'ont toujours fasciné. Et je vais te confier quelque chose d'assez personnel. J'ai toujours eu des difficultés à envisager de devenir parent un jour. Pour tout un tas de raisons, mais principalement parce que le monde a tendance à me terrifier. Et donc, il y a quelques années, j'ai rencontré par hasard une voyante et elle m'a parlé de l'enfant que j'aurai dans le futur. Et en me disant des choses extrêmement précises jusqu'à la couleur de ses yeux. Et je peux même pas te rapporter sa description tellement encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je considère comme intime et qui m'accompagne et qui prend de l'importance. Quand bien même je suis très rationnel vis-à-vis des prédictions du futur et tout ça, je sais que voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui me rend un peu triste, en tout cas qui est là, parce que ça a créé un lien avec cet enfant. Ça lui a donné une existence quelque part et des fois je me prends à penser à lui et même à avoir peur pour lui, peur qu'il souffre, peur qu'il lui arrive quelque chose, peur de l'invoquer, peur même que si je décidais d'avoir un enfant, il ne puisse pas voir le jour et si je décidais de ne pas en avoir, tout ça, enfin c'est très très curieux et je sais que ça peut sembler bizarre, mais bon, voilà, chacun sa manière de gérer ces choses-là. En tout cas, je crois avoir mis un peu de ça dans cette chanson.
vie. Parfois, à quoi ça tient? Je cherche une moire et des ciseaux d'argent emmêlés dans la vie. Parfois, à quoi ça tient? Pas de vrai début, pas de fin. Qui te tient? Qui t'a tenu? Si tu coupes, si tu tires, si tu laisses, pas de vrai début, pas de fin. Si tu bouges, si tu tapes, si tu luttes, si ton cœur a du mal à se battre, qui t'a tenu, qui te tient? Emmêlé dans la vie, parfois, à quoi ça tient? Pas de vrai début. Je vais terminer avec quelques mots qui pourront sembler cryptiques, mais qui, j'espère, sauront trouver leur chemin jusqu'au cœur des personnes concernées. J'envoie, depuis le phare, tout mon amour et mon soutien à celles et ceux qui ont dû faire face à des choix, quel que soit leur choix. J'envoie, depuis le phare, tout mon amour et mon soutien à celles et ceux qui n'ont pas eu le choix. Cette nuit, nous sommes avec Jeanne pour Autopsie d'un cauchemar. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Tu as choisi qu'on se mette à l'arrière du phare, sur le petit porche qui sert à ranger le bois. J'aime bien. Je pense que c'est l'endroit où je suis le plus tranquille, mais à la fois qui me stresse un peu. Et du coup, j'aime bien cette double sensation. Pourquoi est-ce que tu stresses ici? C'est un peu stressant parce qu'il n'y a pas de lumière. Et du coup, il y a juste la nuit qui éclaire. Et c'est très ouvert. Donc on peut pas avoir un œil sur tous les côtés ouverts du porche. Est-ce que, de manière générale, tu crois au paranormal? Ou alors quel est ton rapport avec le paranormal avant qu'on commence à parler de cauchemar? Je pense que j'ai pas un rapport figé. J'ai un rapport qui peut changer. Je me dis qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut pas expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses dans le monde et qu'on découvre tous les jours scientifiquement pourquoi ça arrive, et des fois on le découvre pas et peut-être qu'on le découvrira jamais. On peut pas savoir en fait. Du coup, je crois pas à quelque chose qui dirait qu'il y a rien, mais je crois pas non plus quand c'est trop précis. Je me retrouve dans ce que tu dis, de se méfier des gens qui ont des explications beaucoup trop précises, qui se prétendent experts du paranormal et qui te racontent oui, en fait c'est parce que les âmes, ceci, cela étaient là. Mais comment le sais-tu? Ouais, je pense que ça par exemple, parce qu'on a tous un peu envie d'y croire quand quelqu'un nous raconte des trucs comme ça. Mais ça me sort parce que c'est trop précis. Même si on a envie d'y croire, des fois même pour se faire peur, ça fait même plus peur parce que c'est trop explicatif. T'es plutôt sceptique Oui, ouais, je suis assez terre à terre. J'ai des parents scientifiques, donc je pense qu'il y a peut-être un côté de mon éducation qui fait que j'ai toujours envie que les choses soient expliquées et claires et scientifiquement prouvées avant d'y croire. Mais après, j'ai quand même un peu un côté spirituel où... Oui, parce que t'es artiste. Bah oui. Quand je t'ai proposé de me raconter des cauchemars, tu m'as dit que t'avais un rapport particulier avec les rêves. C'est vrai, c'est depuis... je sais pas si c'est depuis toujours, j'ai l'impression de m'en être rendu compte ces dernières années. Peut-être parce que j'ai commencé à tous les enregistrer à peu près en 2018, je pense. C'est-à-dire les enregistrer? Quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est allumer mon dictaphone sur mon téléphone et raconter le plus précisément possible le rêve que je viens d'avoir. Mais ça m'a fait me rappeler beaucoup plus de mes rêves. Et maintenant, je le fais même plus parce que
j'ai pas l'énergie tous les matins de parler autant de mes rêves. Et surtout que j'ai l'impression je ne sais pas à quoi c'est dû, mais ils deviennent de plus en plus précis et de plus en plus réels au fur et à mesure des années et de plus en plus longs. Il y a des matins où je me réveille et j'ai plusieurs heures de vie dont je peux me rappeler précisément et que je peux raconter précisément, mais qui ont eu lieu dans mon rêve. Et en fait, ça m'a fait un peu peur, donc là, ça fait longtemps que je les ai pas vraiment enregistrés parce que c'était trop intense et c'était trop réel et je m'en souvenais un peu trop bien en fait. Je voulais m'en souvenir moins bien et que ça reste des rêves parce que là, des fois, je me rappelais plus si c'était des choses que j'avais vécues ou que j'avais rêvé. Et il y a beaucoup de fois, enfin il y a quelques fois du coup, où je me rends compte dans mes rêves que je suis dans mes rêves et pour autant ça devient pas un rêve lucide. Je suis un peu coincée dans ce rêve et j'essaye de me réveiller. Il y a beaucoup de fois où j'essaye de me réveiller et j'y arrive pas et j'oublie après que je suis dans un rêve. Il y a des fois où j'essaye de me réveiller et mon rêve me fait croire que je me réveille. Et en fait, je me réveille et j'essaye de me dire ok, est-ce que je suis toujours dans un rêve ou pas? Et par exemple, si je sens un courant d'air ou quoi, je me dis ok, je suis dans la vraie vie. Et en fait, j'étais encore dans un rêve. Et ça, c'est... Ce genre de moment, c'est un peu... Enfin, c'est dur parce que je veux sortir de mon rêve, en fait. Je ne veux plus être dedans. Et je peux pas en sortir. Enfin, en fait, c'était trop fatigant à vivre. J'avais l'impression de pas dormir parce que mes rêves étaient trop réels. J'avais l'impression de vivre dans mes rêves et de pas me reposer vraiment. Donc, j'ai un peu arrêté de les enregistrer. Et ça a un peu marché. Comment est-ce que tu conçois cet univers de rêve? C'est presque une vie parallèle pour toi. Est-ce que il y a quand même une notion d'analyse, pour toi un lien avec ton inconscient qui se fait et que tu décortiques, ou bien c'est vraiment freestyle, c'est juste un genre de vie parallèle où il se passe des trucs complètement fous? Non, je pense que c'est très 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 lié à ce que je vis. Des fois, il y a des choses que je comprends pas parce que mes rêves sont très 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 bizarres, mais souvent c'est lié à ma vie déjà, aux événements de ma vie. Et des fois, il y a des choses que j'arrive pas à expliquer et qui sont juste n'importe quoi. Et souvent, j'essaye quand même de comprendre ce que ça veut dire. Parce que même si je pense pas que c'est significatif dans le sens, si je vois un ours, l'ours, ça veut dire que c'est mon père, je sais pas quoi ou quoi. C'est juste l'émotion que je ressens. Je pense que c'est des émotions qui sont importantes dans ma vie et que soit j'ai peur de ressentir, soit que j'arrive pas à ressentir ou que mon cerveau essaye un peu de les analyser en me faisant un peu vivre n'importe quoi avec ces émotions-là. C'est un peu ça la sensation que j'ai. Donc le monde de rêver, c'est un centre d'expérimentation émotionnelle. Je pense qu'il y a une grande partie qui est ça. En fait, j'ai plusieurs types de rêves aussi. Mais des fois, c'est juste le fun à tout va, quoi. Est-ce qu'il y a quelques rêves qui te sont venus en tête quand je t'ai parlé de cette histoire d'autopsie d'un cauchemar? Oui, j'en ai eu quelques-uns. Et puis après, je me suis mis un peu la pression pour en trouver un très bien. Enfin, j'en ai oublié plein du coup en essayant de me rappeler d'un en particulier. Mais là, du fait de parler des rêves et tout, j'ai plein de choses qui reviennent, plein de petits détails dans des rêves, en fait, j'ai plein de rêves qui remontent. Le fait d'en parler, ça me fait remonter des tonnes de cauchemars et de rêves. Eh bien, c'est le moment et l'endroit. J'étais à Montreuil et ma mère voulait visiter une maison afin de l'acheter parce que elle voulait vendre notre maison de famille et acheter une nouvelle maison. Et donc j'étais avec ma petite sœur et ma mère et on part en vélo toutes les trois pour aller visiter une maison. Et donc on arrive dans cette maison qui est un peu dans une sorte de banlieue parisienne. Et donc c'est une très 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 grande maison, c'est toute une partie d'un bâtiment en fait. Et on arrive et y a des gens installés tous en rond sur des petits oreillers. Et ma mère juste se joint à eux sans leur dire bonjour. Et moi je comprends pas trop, je me dis ok, on se présente pas, bon c'est bizarre. Et la maison est un peu vieille maison et très grande. Enfin ça se voit qu'on voit pas toutes les pièces, mais chaque pièce est vraiment petite, enfin alambiquée. On voit, il y a que des petits espaces et c'est pas très praticable. Et donc il y a un autre couple qui est là pour visiter, qui ont 2 petites filles. Et ces 2 petites filles qui
sont très jeunes, qui ont environ 7 ans, mais qui parlent très 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 bien. Elles s'expriment très bien. Et elles viennent nous voir et elles nous disent cette maison me plaît beaucoup. Par contre, ce qui nous déplaît, c'est de devoir être silencieuse dans les escaliers afin de ne pas importuner les voisins. Et donc, je me dis, waouh, trop bizarre ces filles. Et ma sœur, elle visite. Et moi, je veux visiter après, mais je sais pas, elle est partie en premier. Et en fait, elle redescend quand je veux monter les escaliers pour aller visiter. Et je lui dis, est-ce qu'il y a des grandes fenêtres comme dans les autres immeubles qu'on voit en face et tout ça? Et elle me dit, j'en sais rien, je l'ai pas bien vu. Du coup, je sais pas très bien ce qu'elle a visité. Et là, il y a la petite fille du monsieur qui vend la maison qui vient me voir et qui me dit, je vais te faire visiter si tu veux. Et du coup, là, je regarde par la fenêtre. Et je me rends compte qu'en fait, on est en banlieue, mais la fenêtre donne sur une immense étendue, un grand champ en fait. Et après, il y a une sorte de montée de collines ou de bosquets avec plein d'arbres et la forêt en fait. Je me dis, c'est fou quand même d'être en région parisienne et d'avoir ça comme vue, parce que c'est vraiment immense, c'est à perte de vue quoi. Et du coup, elle me dit, la petite fille me dit, je vais te faire visiter. Mais d'abord on va commencer par l'extérieur. Du coup elle m'emmène dehors et du coup on monte sur le bosquet et là on commence j'entends des chants très 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 forts, des sortes de chants religieux un peu, et alors que je voyais rien. Du coup je demandais à la petite fille qu'est-ce que c'est, et elle me dit j'ai pas le droit d'en parler. Et on voit passer dans mon rêve, ça, je me sentais un peu effrayée, mais ça me fait un peu rire maintenant. Mais des sortes de petites huttes en paille qui marchent, parce qu'en fait il y avait des gens dessous. Et du coup ça faisait juste une procession de huttes qui marchaient en chantant très fort des chants religieux. Et là, dans mon rêve, je me rappelle que il y a quelques temps, j'avais regardé une vidéo YouTube sur les sectes, mais c'était dans mon rêve, je l'ai pas regardé dans la vraie vie. Et qu'il y avait cette secte qui était hyper dangereuse. Et en fait, je me dis, mais c'est peut-être elle. Et je sais pas pourquoi je me dis ça, mais je me dis, j'ai l'impression que c'est cette secte. Et du coup, on se cache. Et en fait, moi, je dois me cacher les yeux parce qu'on n'a même pas le droit de les regarder. Enfin, c'est dangereux de les regarder. Ça peut... Enfin, s'ils voient que tu les regardes, ils te tuent, quoi. Globalement. Et en fait, ce que je sais sur eux, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser la technologie. Et ils apprennent beaucoup à se battre avec des épées, des haches et des trucs comme ça. Et ils utilisent beaucoup également de poison et qu'ils fabriquent eux-mêmes et tout. Mais je sais qu'ils sont quand même très très dangereux. Et donc je me cache et tout. Et elle, la petite fille, elle sort du bosquet et elle les suit de hyper près. Et du coup je la suis et je lui dis, mais pourquoi on a le droit de les suivre d'aussi près? Et elle me dit, mais en fait, il y en a un, je me suis un peu liée avec un des membres de la secte qui est un peu mon maître et qui m'apprend à me battre et à utiliser les armes et tout ça. Et moi, à la fois, je suis curieuse d'en apprendre plus, et à la fois, je sais qu'elle risque vraiment, vraiment beaucoup en me disant ça. Et du coup, je lui dis, mais ne me parle pas plus. Je sais que t'es une enfant, que t'as 7 ans et tout ça, mais en fait, tu sais que c'est dangereux, donc me parle pas plus. Et je sais que, en plus, ces personnes-là de cette secte, ils sont un peu une sorte de truc magique où ils sont un peu omniscients, ils peuvent savoir tout ce qui se passe. Et si quelqu'un m'en parle, ils le savent. Et donc j'ai peur pour elle en fait. En tout cas, je veux qu'elle arrête de m'en parler, mais elle continue de m'en parler. À la fois, elle répond pas vraiment à mes questions, mais juste elle parle de ses entraînements alors que ça m'intéresse pas du tout en plus. Et là, il y a un des membres de la secte, je crois que c'est une femme qui est donc son mentor à elle, qui vient et je crois qu'elle nous présente, la petite fille, elle nous présente. Et en fait, moi, j'ai vraiment peur pour la petite parce qu'elle a vraiment pas le droit du tout de m'en parler. Et du coup, je m'enfuis. Enfin, je veux qu'on s'enfuit toutes les deux, mais je suis toute seule à m'enfuir. Et du coup, je cours, je descends le bosquet. Et là, dans ma tête, j'entends un hurlement. Et en fait, je comprends que la femme, elle vient de tuer la petite fille. Et j'entends le cri dans ma tête. Et du coup, moi, j'essaye de rentrer à la maison. Et en fait, en face du bosquet, le bosquet redescend, il y a un peu un champ. Et là, se dresse un immense mur en béton, infini. Je vois pas le haut et je vois pas le bas. Et j'ai très peur parce que je sais qu'ils vont tous venir pour me tuer. Là, tout le club
ils vont venir pour moi. Et donc je trouve une porte d'entrée un peu comme une sortie d'urgence où tu pousses sur la porte et ça s'ouvre. Et là, je suis dans une sorte de long couloir très très sombre et il n'y a que des mini-portes toutes petites avec marqué toilette, douche. Et j'ouvre les toutes petites portes et il y a une toute petite douche et des toutes petites toilettes. Et je me dis, ah, ça doit être un moyen de contrer la secte. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et là, j'entends dans ma tête la femme, le mentor qui parle, qui me dit je l'ai tuée, j'y suis allée doucement, je l'ai empoisonnée, mais j'ai vu dans son regard qu'elle savait qu'elle allait mourir. Et elle a eu tellement peur. En fait, c'est vraiment terrifiant parce qu'il fait super froid et j'ai des voix dans ma tête où elle me décrit l'horreur de ce qu'elle vient de commettre. Et dit comme ça, c'est pas si sensationnel. Mais moi, en fait, cette phrase, dans mon rêve, c'était vraiment traumatisant, quoi. Parce que c'est une petite fille que moi, j'avais accompagnée, que j'avais vue. Et elle me transmettait un peu par la pensée la sensation que ça faisait de voir une enfant mourir et avoir peur de la mort. Et du coup, j'arrive un peu à m'enfuir et finalement, je sais pas pourquoi, je deviens hyper vengeresse. Et je veux absolument aller me venger. Et je me réveille. Voilà, ça c'est un rêve qui m'a beaucoup marqué. Il n'y avait pas beaucoup d'éléments de la vraie vie. Et pourtant, j'ai vraiment ressenti des grosses émotions. Alors que d'habitude, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Est-ce que tu crois qu'au début, là, quand tu arrives dans la maison avec ta mère et qu'ils sont allongés en cercle avec un oreiller, est-ce que tu crois que ça a un lien déjà avec la secte à ce moment-là ? Ça te met la puce à l'oreille ou pas ? En fait, non, je pense pas. C'était un milieu quand même un peu hippie. Et du coup, peut-être qu'il y a eu un lien avec la secte par là, mais sauf que c'était pas du tout ce genre de secte. Je dis une secte, mais je trouve que dans les faits, c'était plutôt comme une tribu. Une tribu inconnue qui se cache dans la forêt sous des petites huttes. Est-ce que tu as une auto-interprétation de ce rêve en particulier ? Je sais pas d'où c'est sorti, justement. C'est un peu comme dans mon rêve, comme si quelqu'un m'avait imposé cette histoire, mais c'est pas le genre d'histoire que j'ai souvent dans mes rêves. Et justement, j'arrive pas à le relier à ni des émotions que je pourrais ressentir, ni des peurs que je pourrais avoir. Et je ne sais pas d'où ça vient. T'as l'impression que c'était pas ton rêve, quoi. J'ai un peu l'impression que c'était pas mon rêve, oui. C'est vrai. Et je me rappelle surtout de vraiment les sensations quand j'étais dans la forêt au-dessus du bosquet. En fait, dans ce moment-là, j'étais vraiment tellement consciente comparé à des rêves où des fois ça peut être des impressions, des sensations. Là, je voyais les feuilles tomber, je les entendais tomber. Je me rappelle qu'il faisait froid, je me rappelle avoir vu un écureuil et je me rappelle marcher longtemps avec la petite fille dans la forêt et essayer de pas faire de bruit. Il faisait froid, mais il faisait très très froid. Mais c'était beau et je regardais les arbres et tout ça. Et il y a plein de moments comme ça où je me rappelle super précisément. Oui, c'est costaud à analyser là, c'est un peu compliqué là. Oui, j'avais vraiment une grosse émotion quand je me suis réveillée. En fait, j'avais l'impression que c'était vraiment arrivé, mais que je pouvais plus rien faire parce que j'étais plus dans le même monde, quoi. Et t'as des cauchemars qui sont plus habituels, disons ? Oui, ouais. Mais j'en ai pas que je fais à répétition. Il y a des gens qui font toujours le même cauchemar. Moi, ça m'est jamais arrivé. Je suis trop créative pour faire toujours le même cauchemar. Est-ce que t'as quelques exemples savoureux à nous donner ? Ouais, par exemple, mais c'est souvent très triste. Je rêve souvent que ma mère meurt, mais très souvent. Je me rappelle de 2 rêves particuliers qui m'ont marqué avec ça, qui ont un peu la même sensation. En tout cas, moi, je les relie à la même émotion. Je me rappelle un rêve que j'avais fait il y a très longtemps, où ma mère était souffrante. On était donc chez moi, dans le sud. Et elle était dans son lit et elle était tellement mal, elle avait mal, mais elle ne le montrait pas. Et on allait tous à son chevet, donc mon père, ma sœur et moi. Et une fois que mon père et ma sœur étaient partis, ma mère me disait « J'ai besoin que tu m'aides à mourir ». Elle me dit « Il faut que tu ailles cueillir une fleur dans le jardin et elle va me tuer et ça va m'aider. Et si tu m'aimes, il faut que tu fasses ça ». Donc moi, petite fille, je pense, à l'époque, je suis
Je ressens, mais vraiment comme si ça se passait dans la vraie vie. Je le ressens tellement fort. Je suis tellement triste. Et à la fois, je veux aider ma mère, et à la fois, j'ai pas envie d'être la responsable de sa mort. Et je me rappelle, je vais quand même dans le jardin et je cueille quand même cette fleur. Mais je fais que pleurer. Et c'est horrible parce que je sais qu'elle va mourir. Et je sais que c'est moi qui vais la tuer. Et mon père et ma sœur doivent pas savoir. Et ça m'a... Ce rêve-là, mais je me rappelle que ça m'a impactée. Enfin, si je m'en rappelle encore maintenant, ce genre de rêve-là, j'en ai souvent vis-à-vis de ma mère. J'en ai fait un plus récemment où j'étais encore une fois dans ma maison dans le sud avec des amis. Et elle passe la porte de l'entrée et je vais lui faire un câlin. Et sous mes bras, je sens qu'elle est squelettique. Et je me dis, elle est en train de mourir. Et en fait, je comprends que toutes les fois avant, quand on était avec mes amis, voilà, chez elle et tout ça, elle me proposait de faire des activités avec elle et des choses comme ça assez régulièrement. Et moi, je refusais toujours. Et là, d'un coup, en la prenant dans mes bras, j'avais toute la tristesse du monde qui m'envahissait et je comprenais qu'elle allait mourir. Et en fait, je lui disais, mais quand est-ce que tu vas mourir? Et elle était là, là quoi, aujourd'hui, c'est trop tard. Et en fait, j'avais raté toutes les occasions de passer des derniers moments avec elle. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Parce que la tristesse qui m'a envahie, elle était vraiment réelle, quoi. Alors que c'est un rêve, c'est même pas un truc qui est arrivé. Et c'est juste, la sensation était tellement forte. Voilà, ça c'est les rêves par rapport à la mort de ma mère. Mais j'ai aussi des rêves par rapport à la mort d'autres gens. Des fois, j'ai rêvé un jour que mon oncle mourait. Et en fait, quand je me réveille, c'était l'époque où mes rêves étaient très réalistes. Et quand je me réveille, et je sais plus si c'est la vraie vie ou pas. Tellement j'ai vraiment ressenti la chose comme si c'était vrai. Je sais pas comment expliquer à quel point mes rêves sont réalistes, mais je l'ai ressenti. J'ai vraiment vécu le décès de mon oncle. Je l'ai vécu. Je sais ce que je ressentirais parce que je l'ai ressenti. Quand je me suis réveillée, je savais pas si c'était vrai ou pas. Je savais pas s'il était mort ou pas. Et j'ai envoyé un message à ma mère pour lui demander s'il allait bien. Elle m'a dit bah oui. Et voilà. Ça c'est les rêves un peu deep. C'est intense, hein. Oui, mais c'est quand même des cauchemars, quoi, parce que c'est très dur à vivre, quoi. C'est un peu horrible. Je suis convaincu que les émotions qu'on traverse quand on rêve peuvent être aussi fortes que la réalité. En fait, tout ce qui fait qu'on s'en remet, c'est qu'on a une pensée rationnelle de se dire que c'est pas arrivé. Mais si tu enlèves ça, je pense qu'on peut rester traumatisé par un rêve, même en sachant que c'est faux. Oui, justement, il y a un rêve qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Mais par la sensation, alors que je sais que c'est faux maintenant. Mais encore des fois, j'y pense, c'est que j'ai rêvé que... Mais c'était un rêve très court et bizarre. Mais à l'époque où j'ai un peu commencé à fumer, j'ai fait un rêve où j'avais la bouche remplie de cendres de cigarettes. Remplie dans le sens où je ne pouvais plus parler. J'essayais de cracher ces cendres, du coup mélangées à la salive qui était noire et qui coulait de partout. Et j'arrivais pas, c'était infini. C'était infini et j'arrivais pas à m'en sortir. Et le goût c'était horrible et juste je pouvais rien faire pour m'en débarrasser. Il y avait des mégots et tout et en fait après ça j'ai pas fumé pendant genre super longtemps parce que ça me dégoûtait et même des fois maintenant j'y pense et j'ai des hauts le cœur quoi alors que c'est un rêve qui date mais l'émotion était tellement forte que ça m'a vraiment je dirais pas traumatisée parce que c'est rien de grave mais ça reste dans ma tête tout le temps et des fois ça revient tout seul quoi et c'est horrible. Là la signification est assez évidente et je suis absolument ravi parce que c'est tout à fait la ligne éditoriale des Murmures du Phare. Nous sommes contre la cigarette ici. Oui, je suis contre la cigarette et contre avoir la bouche pleine de cendres. Vraiment je vous déconseille, c'est horrible comme expérience. Mais je me rappelle aussi de rêves, là je raconte ma vie hein, tu m'arrêtes où je sais que je suis dans un rêve et où c'est un moment où je vais avoir mal. Par exemple, je me rappelle d'un rêve qui est très fantaisiste, où il y avait, j'étais dans un immense château fait de gâteaux, il y avait des petits poussins sur des sortes de tapis volants faits de Lego. On essayait de fuir un géant éléphant qui voulait nous faire du mal.
Il y a vraiment des gens qui font ce genre de rêve, alors c'est pas que dans les dessins animés? Non, là, pour le coup, ça m'arrive rarement, mais celui-là, il était très très spécial. Mais c'était les petits poussins, je sais pas si tu connais Claude Ponty, c'était Blaise et tout ça. Et c'est J'adore. Voilà. Et donc on fuyait tous, et il y avait ce grand éléphant qui finalement s'est transformé en ogre, qui m'a attrapée. Et en fait, il voulait me brûler à vif avec des tessons de bière chauffés à blanc. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, je suis dans un rêve, je pourrais pas avoir mal. Et il a mis le tesson sur moi et j'ai eu hyper mal. Et je me suis dit, oh non, je peux souffrir dans les rêves, comment je vais faire? Mais en fait, j'ai même pas eu mal quand je m'en rappelle maintenant. Mais sur le coup, je me suis dit, j'ai mal. Enfin, j'avais mal. Enfin, c'est super bizarre. Ça, c'est vraiment un truc qui m'intrigue. J'aimerais vraiment mieux comprendre comment le cerveau fonctionne par rapport à ça. Ça m'intrigue aussi beaucoup dans les rêves quand parfois on a une information, par exemple l'information d'un souvenir, ou l'information de « Ah mais oui, je me souviens que j'ai déjà rêvé de ça plein de fois », et au réveil on est persuadé qu'on a retrouvé un rêve, comme s'il avait une continuité avec plein d'autres rêves, et en fait je pense que c'est faux, et que tout ça c'est compris dans l'information de ce rêve qui nous a fait rêver qu'on avait fait d'autres rêves. Je pense que il peut y avoir des mises en abîme assez exceptionnelles. Pour cette notion-là de la douleur aussi, je pense qu'on peut rêver d'une information de douleur sans avoir mal, ou je sais pas comment ça se traduit dans le cerveau, je sais pas exactement ce qui se passe, mais ouais, c'est curieux aussi ça. Ouais, c'est vraiment super intéressant. C'est vrai, moi ça m'arrive souvent d'avoir des souvenirs dans mon rêve, mais qui datent aussi de mon rêve. Et j'ai l'impression que ça date des rêves d'avant, et quand je me réveille, je sais plus faire la distinction. Et je pense que vraiment, toutes les cases de ton cerveau sont... En fait, c'est comme si... Je sais pas, comme si ton cerveau était libre de faire ce qu'il voulait et il t'envoyait n'importe quelle information sans que ton corps ou que l'extérieur en décide. Je me rappelle d'un moment où j'étais dans de l'eau et je me suis dit, je suis dans un rêve, et je me suis dit, je vais toucher l'eau, voir à quel point c'est bien fait. Et c'était tellement bien fait, je me suis dit, mais je ne peux pas faire la différence. Comment j'ai fait pour savoir que je suis dans un rêve? Parce que je sentais l'eau, mais c'est comme si j'étais consciente, c'est comme si j'étais là maintenant, que je savais que j'étais dans un rêve et que je touchais de l'eau. Ça veut dire que le cerveau joue forcément sur des souvenirs, donc ça veut dire qu'il joue sur la sensation des souvenirs de l'eau pour te le refaire vivre comme si tu le vivais. Donc si ton cerveau a la capacité de faire ça, est-ce que on aurait la capacité de faire ça pas endormi? Est-ce que tu penses que ce qui rend tes rêves à ce point réalistes, ça, c'est dû à ta manière de vivre ta vie non rêvée? Est-ce que peut-être tu aurais une tendance à passer par exemple 3 heures au bord d'une rivière à t'extasier en touchant de l'eau, quoi, dans la vraie vie? Est-ce que tu vois, il y a des fois des manières d'être au monde qui enrichissent aussi le réalisme de l'expérience de vie, quand d'autres personnes, j'imagine, pourraient avoir des expériences beaucoup plus immatérielles? Je pense à moi par exemple, moi qui vis beaucoup en dehors de mon corps, je pense que je peux rarement trouver ce niveau de réalisme dans mes rêves, parce qu'en fait mon cerveau n'est pas tellement habitué finalement. Tu vois, je prends jamais de douche par exemple, donc je sais pas exactement à quoi quelle est la sensation de l'eau. C'est-à-dire que ouais, je suis tout le temps plutôt dans le monde cérébral, je suis pas trop dans mon corps, donc peut-être que je donne pas assez de nourriture à mon cerveau pour recréer du faux. Je sais pas, c'est une théorie, alors là vraiment à la volée, hein. Eh ben moi, figure-toi que j'ai l'impression que c'est le contraire avec moi. C'est-à-dire qu'à une époque, je pouvais mieux apprécier, contempler, et je faisais des rêves un peu moins, justement, dans les sensations. Et les rêves où j'ai fait le plus, voilà, ceux que je t'ai racontés avec l'eau, c'était des périodes où, dans la vraie vie, j'étais constamment en déréalisation et dépersonnalisation. Et donc, c'est des moments où je me sentais pas dans mon corps. Donc peut-être que c'est un moyen, au contraire, de le contrer, parce que je le vis pas dans la vraie vie et que j'ai besoin de le vivre. Mais du coup, t'imagines quand je me réveille que toute la journée je suis en déréalisation et que mon rêve est plus réel que la vraie vie, ça fait n'importe quoi dans ma tête, quoi. C'était un peu... ça me faisait vraiment bizarre, hein, comme sensation. Mais du coup, toi, ça veut dire que t'as jamais de sensations dans tes rêves, ou t'en as mais elles sont moins fortes? Moi, je me laisse jamais vraiment tromper par les sensations que j'ai dans mes rêves. Parce que moi, il suffit que si je doute que je suis dans un rêve, je me pince le sourcil, je sens rien, bah ok, je suis pas dans un rêve, je suis dans un rêve du coup, et voilà, c'est tout, et c'est immédiat, et je le fais même dans la vraie vie, de temps en temps, je me pince, je fais ah ouais, je suis pas en train de rêver, quand il m'arrive un truc bizarre, je le fais, et des fois, bah je sens rien, bah je sais que du coup, je suis dans un rêve. Mais du coup, ça veut dire que tu fais des rêves lucides? Ouais,
Tout le temps? Non, il faut quand même qu'il arrive un truc assez étrange ou que j'ai l'idée. Parce que des fois, t'as pas l'idée. Et ça, pareil, c'est très compliqué de savoir quand tu te réveilles d'un rêve, que tu penses avoir été lucide, si c'était vraiment un rêve où tu as fait des choix, ou si c'était juste une information du rêve, ou si c'était dans le script du rêve, de se dire, et à ce moment-là, Brice découvre qu'il est dans un rêve, et donc choisit de s'envoler, et profite un petit peu de ce moment-là, et hop, tu te réveilles et tu te dis, ouais, j'étais conscient, est-ce que ça faisait partie du scénario ou pas, je sais pas. Waouh, ça fait un peu des nœuds au cerveau, enfin, super intéressant, et j'ai l'impression que c'est des choses justement qui sont paranormales dans le sens où je sais pas si on pourra vraiment les expliquer un jour. Et je sais qu'il y a déjà des explications sur plein de choses, mais c'est tellement un autre univers et pour chacun et chacune, dès que tu penses à quelqu'un, ils ont des rêves tellement différents de toi, même la façon de penser. J'ai une amie qui rêve que en histoire, elle est pas dans ses rêves, elle rêve d'histoire avec des princes, des princesses et enfin pas forcément, mais c'est des histoires, elle est pas dedans. Il y en a qui sont tout le temps dedans. Du coup, j'ai une amie qui décide chaque soir de quoi elle va rêver. Elle sait, pour s'endormir, elle choisit son rêve, c'est elle qui l'invente. Elle se laisse pas surprendre par son rêve. Du coup, elle fait jamais de cauchemar, c'est triste. Bah, je sais pas si elle choisit le début de son rêve et qu'après le rêve s'invente de lui-même ou si elle invente tout son rêve. Enfin, on rêve tous d'une façon tellement différente, on peut se ressembler en tout point, j'ai l'impression que personne rêve pareil. C'est vraiment propre à chaque personne. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intime dans la mesure où c'est incontrôlable, où vraiment il y a une porte directe avec l'inconscient. Quand on commence à trop contrôler ses rêves, je pense qu'on y perd beaucoup finalement. Ouais, oui c'est vrai, c'est pour ça aussi que moi j'ai moins aimé quand je contrôlais plus mes rêves. Quand je faisais des rêves longs, j'étais plus consciente d'être dedans, souvent, et j'aimais moins. Parce que je pense que c'est la partie de ton esprit où t'as un très très grand laisser-aller que tu peux pas avoir dans la vraie vie. C'est une partie et de créativité de ton esprit et d'inconscient et de vivre des sensations que t'oses pas vivre, peut-être, ou que t'as peur de vivre. En tout cas, c'est un laisser-aller très fort. Et si tu commences à plus pouvoir te laisser aller, même dans cette partie qui est une partie de la vie vitale pour réussir à vivre avec toutes les restrictions en temps normal, je pense que c'est bien d'avoir ce moment quotidien où il y a un vrai laisser-aller total. Est-ce que tu as des choses un peu flippantes à nous mettre sous la dent encore dans ta besace, ou t'as dit que tout à l'heure il y avait des choses qui t'étaient revenues? Oui, par exemple, je me rappelle d'un rêve. Enfin, je me rappelle plus du contexte du rêve, mais je me rappelle tellement de la sensation où, en fait, j'essayais de parler avec des gens et il y a ma dent qui se brisait. Et en fait, elle faisait plein de petits bouts. Toutes mes dents commençaient un peu à se briser. Et j'essayais d'enlever les bouts comme des bouts de verre qu'on essaye d'enlever du sol. Et à chaque fois, il y en a des plus petits et des plus petits et on n'arrive pas à les enlever. Et en fait, j'étais là avec ma bouche pleine de bouts de dents et je ne savais pas pourquoi ça m'arrivait. Et j'essayais d'interpeller les gens en face de moi en leur disant bah, aidez-moi peut-être, emmenez-moi à l'hôpital, je sais pas. Et tout le monde faisait comme si c'était pas grave, comme si c'était... Enfin, personne réagissait en fait, personne me répondait. Et ça, c'est un truc qui revient souvent dans mes rêves je pense un peu ma peur de l'abandon ou j'en sais rien, mais où les gens m'écoutent pas, où j'essaye de leur donner une information, ils veulent pas m'écouter. Et ça, je trouve que ça fait vraiment très peur. Là, il y a vraiment quelques nuits, j'ai l'enregistrement aussi de ça. J'ai rêvé que ma mère essayait de m'étouffer avec un coussin et qu'elle essayait d'étouffer ma sœur et mon père aussi. Et après, je me réveillais dans mon rêve. Et je ne savais pas si c'était quelque chose qui s'était passé pendant la nuit dont je me rappelais plus, ou si c'était un rêve. Dans mon rêve, je ne savais pas si c'était un rêve ou pas. J'avais un peu peur de ma mère parce que ma mère, je pense que c'est une figure qui revient beaucoup dans mes rêves parce que c'est quelqu'un dont je suis proche, en qui j'ai 100% confiance. Ce qui arrive pas avec tout le monde, mais vraiment c'est la personne dans laquelle j'ai le plus confiance. Et donc ça, c'était une des premières fois où ça m'arrive que quelqu'un devienne un peu une version diabolique de lui-même. Et je sais que il se passait d'autres choses, bref, mon rêve continuait et je revenais à la fin du rêve chez moi et il y avait ma mère et j'essayais de lui expliquer qu'on avait vécu une sorte de tsunami, bref. Et elle mangeait une part de pizza diaboliquement. Et en fait, je comprenais que c'était la version diabolique de ma mère.
C'est-à-dire, comment est-ce qu'on mange une pizza diaboliquement ? Elle avait un peu le regard en mode un peu sassy, ce qui ressemble pas du tout à ma mère, donc je vois bien que c'est pas ma mère. Et elle mangeait un peu avec dédain, alors que moi je lui racontais qu'on était dans un tsunami. Et elle... Oui, c'est l'autre partie du rêve, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est la partie du rêve qui est pas très intéressante. Et elle s'en fichait. Et je sais que ma mère, c'est aussi quelqu'un qui est très concernée par ma vie. Et là, elle s'en fichait. Et je comprenais que c'était ma mère diabolique. Et elle sortait un giga gros couteau. Elle voulait nous tuer. Et ça, c'était vraiment horrible parce que c'est la première fois, je crois, que je rêve que c'est quelqu'un que je connais, mais c'est pas la vraie version d'elle-même, quoi. Et ça m'avait fait très peur. Tu te souviens, t'as encore l'image de son visage et tout ? Ouais, mais justement, c'est ça qui est effrayant parce que c'était vraiment ma mère. Et c'est juste quelque chose dans son regard. Enfin, je pense qu'on voit souvent ça dans les films d'horreur quand quelqu'un a plusieurs personnalités ou est possédé. Et ça faisait vraiment ça. Et c'était vraiment la première fois que je rêvais que ma mère pouvait me faire du mal. En plus, je me rappelle que dans ce rêve, je passais mon temps à me dire mais est-ce que ça s'est vraiment arrivé ou est-ce que c'était dans mon rêve ? Tout le rêve, je me demandais si ma mère avait vraiment essayé de nous étouffer pendant la nuit ou pas. Ça, c'était très spécial quand même. Il y avait une théorie, j'étais tombé là-dessus, je sais pas du tout si c'est vrai, si c'est faux, qui disait que, en fait, cérébralement, le rêve se construit en une fraction de seconde, quoi. Et que c'est comme un flash, et que c'est au réveil qu'on interprète. C'est-à-dire que le cerveau logique se prend tous les flashs d'informations et reconstruit une continuité, quelque chose qui peut avoir du sens, et donc récupère aussi des données de temporalité, de tout ça. Ouais, j'espère pas que c'est vrai. Moi non plus, je trouve ça moins charmant. Ouais, c'est un peu nul et ça fait peur. Moi, ça me rend très triste, même. Pourquoi ? Mais parce que j'ai l'impression de vivre mes rêves. Et j'y tiens, c'est une partie de moi, mais même tout le monde, tous mes amoureux ont toujours su que je faisais des rêves parce que je leur racontais au réveil. Ils met des centaines de rêves. Et toute ma famille, tous mes amis, ça fait vraiment partie de moi. Il y a même un mec qui a écrit une chanson un jour où il parle une chanson un peu d'amour quand même, où il parle de mes rêves, que moi je lui raconte mes rêves, tellement c'est un trait de moi. Et si c'était juste en une fraction de seconde, j'ai un peu l'impression, c'est comme si j'arrêtais de croire, je sais pas, mais ça me rend très triste. Je veux pas, j'accepte pas cette information et j'espère que c'est faux et je me renseignerai jamais parce que si c'est vrai, je serais trop triste. Eh bien, théorie rejetée sur le champ. Pas de ça ici, dans les murmures du phare. Est-ce que tu peux, par curiosité, pour finir notre entretien, nous faire écouter un extrait d'enregistrement de rêve ? De quel rêve veux-tu un enregistrement ? Je peux te lire les noms si tu veux et tu me dis lequel tu veux. Alors attends, je vais commencer du début. Rêve chelou, rêve Roméo Elvis, rêve Burn Baby Burn, rêve casting, rêve insulte Martin, rêve Brad Pitt, rêve Squeezie Anaïs Oureg, rêve Anaïs Miyazaki, rêve Lewana Gross, rêve bébé soupe, rêve concentration, rêve petite chèvre, rêve croco, reproduction chien. Certainement pas celui-là. Rêve prise d'otage, rêve Marseille, rêve 2, rêve Squeezie. Attends, tu rêves souvent de Squeezie ? J'ai dû faire 3 rêves, mais à chaque fois je les ai enregistrés. Rêve flou, quelqu'un disparaît et meurt dans son placard. Oh. Rêve flou, ça c'est une phrase d'un de mes rêves qui fait peur. Je peux te la faire écouter si tu veux. Mais je sais pas si elle fait peur, mais... Ah ouais, ça c'était un rêve horrible aussi. Où une dame me racontait comment elle avait survécu à la famine en mangeant ses propres membres. Et sauf qu'en me le racontant, je le vivais un peu. Et c'était dans une cabane où il faisait très froid. Et elle m'a dit cette phrase que je vais vous faire écouter. Je connais pas la qualité de cet audio, je l'ai pas réécouté, donc ça se trouve, je dis n'importe quoi. Avoir très faim, c'est la chose la plus horrible qui puisse nous arriver. C'est la chose dont tu veux le plus t'en sortir. La seule chose que je ferais pas, je pense, c'est manger mes propres enfants vivants. Mais manger ce que je suis, manger ce que j'étais, manger mes amis. Et après, ça va la journée ? Top. Mais j'avoue que... mais je crois que le rêve
préparation de spectacle. Lui, il était un peu bizarre. Rêve maman nous tue, rêve compliqué. Le mec qui dure 35 secondes. Trop bizarre. Ou le mec qui meurt dans un placard, si tu veux, et tu mets qu'un extrait. Donc là, je viens de me réveiller et directement, avant de regarder mes notifications, j'ai allumé mon téléphone pour enregistrer mon rêve. J'ai rêvé que on avait un voisin qui ressemblait un peu à Sully dans Bones and All. Et à un moment, on partait faire un voyage, tous les 4, toute la famille, et on lui proposait de venir avec nous. Du coup, il venait, on le connaissait pas vraiment. Sully. En fait, on n'avait pas trop de nouvelles de lui pendant plusieurs jours et tout. En fait, genre 10 jours plus tard, 15 jours plus tard, il y a genre la proprio qui était trop énervée, triste et tout, qui était allongée sur le sol. Et moi, j'allais la voir en mode, il devient quoi, Julie? Est-ce qu'on le voit pas et tout? Elle me dit, mais personne n'a remarqué qu'il avait disparu. Et en fait, il est mort dans son placard. Et maintenant, il est en décomposition et tout, c'est horrible. Voilà, en gros. Et souvent, ce qui est marrant dans les rêves, c'est qu'on m'entend me réveiller petit à petit. Au début, j'ai la voix cassée, et après, j'ai une voix normale. Mais pas dans celui-là. Lui, j'étais vraiment au fond du lit, quoi. Merci beaucoup, Jeanne, d'avoir partagé avec nous ces rêves très détaillés. C'est assez rare, je trouve. Toute ma famille en a marre que je raconte mes rêves, tous mes potes en ont marre, et moi j'adore avoir un podcast où je peux le faire. J'ai envie de raconter tous mes rêves, toute ma vie maintenant. J'ai beaucoup apprécié ce moment. Merci beaucoup. On va rentrer à l'intérieur maintenant pour l'horoscope des enfers. Laissons parler les astres, quel malheur t'attend, quel démon veille sur ta destinée. Écoute attentivement, ton horoscope infernal commence maintenant. Bélier, ça fait longtemps que vous n'avez pas vérifié le fond de votre réfrigérateur, n'est-ce pas? Prenez de quoi vous défendre. Taureau, n'allez pas regarder vos photos de famille aujourd'hui. Gémeaux, le son d'un rire d'enfant résonnera dans votre maison, au grenier. Cancer, des vibrations se feront sentir sous votre lit. Attention, ce n'est ni un jouet, ni un tremblement de terre. Consultez un médium. Lion, vous sentirez une présence chaleureuse et bienveillante. Méfiez-vous de vos ressentis. Vierge, vos documents de bureau ont beau se déplacer tout seuls, le travail, lui, ne se fera pas tout seul. Allez, d'une heure. Balance, ce n'est pas parce que le mot enfant est apparu mystérieusement sur votre liste de courses qu'il faudra passer à l'acte, c'est illégal. Scorpion, si vous avez un rendez-vous chez le dentiste ou l'ophtalmo, annulez-le. Sagittaire, ne répondez pas au téléphone après 22h demain et tout ira bien. Capricorne, votre sang est précieux, ne le gâchez pas ainsi, ce nouvel amoureux n'en vaut pas la peine. Verseau, ignorez les signes qui vous prédisent un grand malheur. Écoutez plutôt votre horoscope favori. Ah, un grand malheur vous attend, désolé. Poisson, baladez-vous en forêt cette nuit. Vous verrez quelque chose qui changera votre perception du réel à tout jamais. Merci d'avoir écouté les murmures du phare. J'espère que tout comme moi tu as passé un moment terrible et exquis. Si tu as un cauchemar à faire autopsier ou pire encore une histoire vraie, n'hésite pas à m'envoyer un mail à lesmurmuresduphare tout attaché @bricevincent tout attaché.fr.
Pour plonger plus profondément dans l'ombre, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Bonne nuit, chère auditrice, cher auditeur. Si tu oses revenir, il suffit de suivre la lumière du phare. À la semaine prochaine.